Bonjour Marine Bionès. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de l'écoute du mercredi. Merci à vous. De m'accueillir chez vous, chez Career Hub, à Port-Louis. Oui. Alors, je vais poser la première question, mais c'est une question que je pose généralement dans l'interview du vendredi. Qui est Marine Bionès? Alors, quel est votre parcours? Pour qu'on puisse vous situer un peu. D'accord, avec plaisir. Alors, Marine Bionès, je suis une Française, installée à Maurice depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. J'ai un parcours école de commerce en France. J'ai fait un master en management entrepreneurial. Donc j'ai toujours eu cette volonté de m'imprégner d'un environnement start-up, de créer des projets depuis le début et de les voir évoluer. J'ai eu une première entreprise associée avec un Mauricien qui s'appelle Meet Your Job. Et récemment, on a entrepris un partenariat avec Career Hub et repris notamment le management de Career Hub en partenariat avec l'associé actuel, le fondateur actuel Hannibal. Et donc je rejoins ce projet qui est lui aussi dans un processus de création, même si Career Hub est né en 2015, il y a encore beaucoup de choses à construire, une installation à faire et beaucoup de perspectives pour la vie. Donc, votre passion, c'est les jobs? Ma passion, c'est la création de projets, avant tout. Je me suis retrouvée dans le recrutement un peu par concours de circonstances, mais aujourd'hui, je peux dire que c'est devenu ma spécialité. Avec Meet Your Job et en ayant rejoint Career Hub récemment, fait du recrutement un combat et qui me plaît aujourd'hui, effectivement. Faire le recrutement un combat, j'entends pas ça sur En tant que journaliste, j'entends pas ça. C'est pas un combat, c'est plutôt aider quelqu'un à trouver un job. Vous avez mis ça à un step forward, c'est-à-dire que maintenant, est-ce que ça devient un combat aussi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que ça devient un combat, surtout sur le positionnement de Career Hub, qui est vraiment là pour combler un mismatch flagrant qu'il y a sur le marché de l'emploi à Maurice. Donc oui, en quelque sorte, il y a un décalage entre ce que les employeurs recherchent et ce que les chercheurs d'emploi demandent. Donc à partir du moment où il y a un problème à résoudre, je peux dire qu'il y a un... Vous êtes du quel côté du combattant? Celui qui cherche de l'emploi ou bien du combattant? Celui qui recherche des talents. On n'est plus employé, on est venu, on a des beaux mots maintenant, on a des talents. Alors je dirais des deux. Parce que c'est aussi bien un problème pour le chercheur d'emploi de ne pas trouver ce qui est fait pour lui que pour l'employeur trouver le profil idéal. Donc je pense que pour les deux, il y a un manquement et pour les deux, il y a quelque chose à faire. Vous êtes le matching point, alors Exactement. vous êtes... Pourquoi les startups? Pourquoi toujours les startups? Vous pourriez être une HR bien calée, après 2 ans à Maurice, avoir un beau bureau. Pourquoi aller faire ce combat-là? J'aurais pu effectivement rejoindre certaines sociétés qui sont bien installées sur le niveau international. Je pense que la volonté de créer une structure ou de rejoindre une structure en création, c'est la volonté aussi de mettre notre propre empreinte au recrutement. Career Hub a quand même un côté qui est très local comparé à des structures que je ne vais pas nommer internationales qui sont nos compétiteurs et une compréhension très locale. Le marché du travail mauricien, c'est un marché du travail très spécifique qui ne fonctionne pas forcément de la même manière qu'en France, d'où je viens par exemple. Il y a beaucoup de différences. Donc oui, je pense que c'est cette volonté-là aussi pour moi en tant que Française de m'imprégner d'un marché qui était nouveau. Quelle est la différence? Vous venez de dire que le marché français du travail est différent du marché français. Quelle est la différence? Quelques différences, on pourrait dire fondamentales. Les différences fondamentales, je dirais qu'elles viendraient originellement du parcours d'études. En France, les étudiants sont plus renseignés sur le marché de l'emploi parce qu'ils ont beaucoup de stages à faire. Donc là, je parle personnellement, par exemple, moi en école de commerce, j'ai eu la moitié de mon parcours à faire des stages. Donc je faisais 6 mois de cours, 6 mois de stage. Ça m'a permis de m'orienter sur le marché de l'emploi, de faire des erreurs de choix aussi, de me dire que j'avais pas envie de m'orienter par exemple vers l'audit des grandes sociétés, j'avais plus envie de m'orienter vers les startups. Mais c'est quelque chose que j'aurais pas su puisque j'ai dû à me planter pour m'en rendre compte. Et ici, par exemple, à Maurice, l'académie ne va pas forcément mettre des plages de stage obligatoires dans le cursus. Et après, il y a les parents aussi qui choisissent beaucoup les choix de carrière pour les étudiants à Maurice.
et qui vont par exemple vouloir que l'étudiant, leur enfant, à qui ils ont payé 3 ans d'études, commence directement sur le marché de l'emploi sans forcément se lancer sur un stage au préalable pour mieux comprendre le marché. Donc, si je comprends bien, les parents mauriciens sont un peu dictateurs, je mettrai ce mot-là en guillemets, c'est eux qui choisissent, c'est-à-dire que si je veux que mon enfant soit un docteur, il sera docteur, il ne pourra rien faire, peut-être ce sera le meilleur auditeur qu'on ait, peut-être le meilleur informaticien, mais ce sont les parents, parce que c'est eux qui donnent l'argent, qui financent les études, c'est pourquoi ils sont un peu docteurs. Je n'irai pas jusqu'au mot dictateur, pas du tout, mais je pense que de toute manière, ce que les parents veulent, et c'est partout pareil dans le monde, c'est le bien-être de leur enfant. Après, je pense qu'effectivement, c'est aussi une histoire générationnelle. Aujourd'hui, les métiers qui sont les plus pénuriques, les demandeurs d'emploi, là où ils se sont peut-être mal orientés aujourd'hui à Maurice, c'est sur les secteurs des technologies de l'information et de la communication, qui sont des emplois très demandés par les entreprises et où il n'y a pas forcément les qualifications sur le marché. Donc, les technologies de l'information et de la communication, c'est des métiers comme des développeurs web, des graphic designers, des monteurs vidéo, des chefs de projets digitaux, etc. Ce n'est pas des métiers que les parents connaissent en fait. Donc c'est là où c'est au rôle aussi de l'académique de prendre le relais et d'orienter ces jeunes sur des métiers que les parents ne connaissent pas parce qu'ils n'existaient pas à l'époque où nous-mêmes aujourd'hui d'ailleurs nos propres enfants vont faire des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui encore. C'est pourquoi vous avez organisé la 10e édition, parce que moi je pensais que vous étiez là depuis 10 ans, mais maintenant depuis 4 ans, vous êtes arrivé à la 10e édition de votre carrière. Donc, on fait à peu près un job fair tous les trimestres, donc c'est pour ça qu'on est arrivé au 10e là. Alors oui, effectivement, c'est pour combler ce mismatch-là, pour aussi permettre à certains jeunes diplômés d'obtenir un emploi. Aujourd'hui, il y a quand même 14% des gradués mauriciens qui ne trouvent pas d'emploi sous les 2-3 premières années après leur graduation. Donc effectivement, c'est pour aider ces jeunes-là, pour faire connaître toutes sortes de métiers aussi. C'est-à-dire que là, on n'avait pas que des métiers de technologie de l'information et de la communication, on avait des métiers assez larges. On avait effectivement aussi du BPO, qui sont des métiers que les jeunes connaissent plus aujourd'hui, des métiers dans le management, dans l'accounting, dans la finance. Beaucoup de différentes opportunités, mais à côté de ça, on a quand même mis en avant certains clients qui, eux, étaient spécifiquement sur des métiers plus digitaux et qui avaient pour rôle de montrer ce qu'ils savent faire et là où ils ont besoin de main-d'œuvre. Après, eux-mêmes le disent, ces employeurs-là, c'est pas ceux qui réussissent le plus facilement à trouver des employeurs. Et la queue se faisait pas forcément sur les stands des métiers digitaux, elle se faisait plus sur des stands de BPO. Mais ce qui montre aussi ce décalage-là de demande et d'offre sur le marché de l'emploi mauricien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le bilan? Vous m'avez annoncé dans une conférence de presse 1500 postes. Quelques jours plus tard, vous me dites qu'il y a encore des postes. Est-ce que c'est mission accomplie ou c'est une mission mi-accomplie? Non, je dirais que c'est mission accomplie. On a distribué un questionnaire de satisfaction à tous les exposants à la fin du job fair. Tous ont dit être satisfaits et garantir qu'ils reviendraient au prochain job fair. Après, chacun a des processus de recrutement différents. Certains ont employé directement sur le tas. Par exemple, Brinks, à chaque job fair, ils recrutent à peu près 150 personnes directement. Après, d'autres sont là pour récupérer des CV, pour pouvoir les appeler dans l'année, dans tous les job openings qu'ils vont avoir sur le long terme. Mais globalement, en fait, ce qu'on a constaté sur ce job fair-là, c'est que les candidats sont venus très renseignés et préparés. Il y avait des candidats qui avaient des CV spécifiquement adressés à chaque exposant qui venait distribuer. Ils sont tous venus avec leur mallette, avec leur lettre de motivation, etc. Et du coup, tout ça, c'est de toute manière des profils qui vont être réexploités par les exposants par la suite. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Comment vous expliquez qu'ils sont venus avec le CV adressé à X compagnie parce qu'ils avaient déjà l'information? Bien, oui. J'ai pu comprendre que vous avez fait un mailing, par rapport à Facebook aussi, vous avez envoyé à ceux qui sont abonnés à votre page qu'il y a quelque chose si vous êtes intéressé. Oui, bien sûr. C'est la spécificité en fait de Career Hub qui peut être vue aussi en fait comme une agence de communication spécialisée dans le recrutement. On utilise des canaux de communication online, offline pour faire en sorte que les candidats soient au courant des événements qui vont arriver par la suite. Donc effectivement, on a fait un mailing général sur la base de données de candidats de Career Hub, donc à plus de 70 000 chercheurs d'emploi ou curieux du marché.
On a utilisé de la publicité Facebook, Google, LinkedIn. On a utilisé la presse aussi, fait une conférence de presse, etc. Donc on a essayé au maximum de multiplier les canaux de communication pour que ce job fair soit une réussite. Il y a des choses dans votre service de communication que vous aimeriez améliorer, avoir plus beaucoup d'impact, parce que quand je pense ce domaine dont vous êtes là, j'ai que deux noms, j'avais pas le vôtre. Maintenant, je vous connais déjà, j'ai la chance de vous connaître. Mais quand vous avez deux gros players, comment vous allez sortir un peu du cadre pour essayer de grignoter? C'est parce que vous êtes dans presque les mêmes créneaux, c'est-à-dire outsourcing, BPO. Alors, sur notre service communication, pour répondre à la question, ce qu'on aimerait améliorer, je pense que c'est un domaine qui fait partie notamment des technologies de l'information et de la communication, qui est en perpétuelle évolution. Donc de toute manière, il faut rester au courant des nouveaux biais de communication. Il faut toujours être aware. Donc il y aura évidemment toujours un biais de continuel de improvement. Pour ce qui est de notre concurrence, je ne sais pas exactement à qui vous faites référence parce que il y a Vous devez savoir qui sont vos concurrents alors. En fait, il y a plusieurs concurrents différents. On a des biais de concurrence qui sont sur les marchés sur le domaine de la communication digitale et on a des biais de concurrence qui sont sur le recrutement. Recrutement, je parle de ceux qui... Nous, on a l'avantage de faire les deux, donc d'être sur la communication digitale des offres de recrutement. Et ça, pour le coup, à Maurice, personne ne le fait aujourd'hui. Lors de ce deuxième salon, est-ce que vous avez des personnes qui veulent changer de job? J'en ai parlé dans la conférence de presse, il y a plus beaucoup, j'ai l'impression que plus beaucoup veulent changer d'établissement parce que c'est un peu loin de la maison, peut-être un peu plus proche de leur résidence. Il y a eu beaucoup de personnes qui avaient déjà un boulot mais qui voulaient chercher. Vous savez, ça c'est assez typique de la génération Y. C'est-à-dire quand on regarde nos parents qui passaient facilement 30 ans dans la même entreprise, c'est vrai que la génération Y aujourd'hui, c'est une génération qui cherche à être séduite par les entreprises, qui cherche à évoluer toujours plus vite, à avoir l'information toujours plus vite, etc. Donc il y a un gros défi de la part des entreprises aussi de faire cette séduction à double côté en fait. C'est plus seulement aux candidats de séduire, mais c'est aussi aux entreprises. Et ça, on l'a vraiment remarqué au job fair, les entreprises ont vraiment joué le jeu, elles sont arrivées avec leurs billboards, leurs goodies, etc. Il y a vraiment ce jeu de séduction double qui est la réalité du marché du travail aujourd'hui. Donc effectivement, il y avait sur le job fair des curieux, des gens qui viennent là, ils sont pas forcément mal de leur emploi actuel, mais ils peuvent avoir des opportunités meilleures, etc. Oui, ça c'est la réalité du marché. C'est une réalité française aussi? En France aussi, ils sont plus ou moins... Complètement. Ça c'est la réalité, je dirais, des jeunes en fait aujourd'hui, entre 18 et 35 ans, la génération Y qui... Vos exposants ont rencontré des difficultés, peut-être on va parler un peu du mismatch, vous en avez parlé tout à l'heure, des grosses difficultés, c'est-à-dire qu'ils ont du boulot, mais de l'autre côté on cherche du boulot, mais on n'arrive pas à faire le mariage, on n'arrive pas à se marier. Oui, il y a des difficultés notables, donc je parlais tout à l'heure des exposants qui étaient plus dans le digital. Effectivement, c'était pas là où il y avait la queue, les stands où il y avait la queue, donc effectivement ils se rendent compte qu'il y a moins de chercheurs d'emploi dans les domaines des technologies de l'information et de la communication. Après, même dans les entreprises qui étaient plus dans les secteurs du BPO, etc., ça c'est quelque chose qu'on sait, pas forcément du job fair, mais en continuel, et notamment grâce à l'étude que Career Hub a fait en partenariat avec Verde, une agence d'études marketing. Il y a un décalage entre la perception qu'ont les chercheurs d'emploi sur leurs communication skills et ce qu'ont les employeurs. C'est-à-dire que ce que les employeurs disent sur des nouveaux entrants du marché de l'emploi, c'est qu'ils ont des problèmes à communiquer, à être séduisants dans leur communication, aussi bien écrite que orale. Et eux n'en ont pas la perception encore. Donc effectivement, ça, même dans des secteurs du PPO où il y a les compétences académiques, c'est-à-dire les 46% aujourd'hui des jeunes à Maurice suivent des études en accounting, administration et management. Donc les compétences, on les a. Elles sont là, sur le papier, ils ont leur diplôme, etc. Après, et je pense que c'est encore lié au fait qu'il n'y a pas suffisamment de stages et d'expérience terrain, ou peut-être de présentation, de teamwork, etc. en études, les jeunes diplômés arrivent sur le marché de l'emploi assez timides, sans grande connaissance, et du coup ils n'arrivent pas forcément à se mettre en avant. Voilà.
Donc c'est peut-être ajouter la côté formation, on appelle ça du soft skills à Maurice. Vous aimeriez rentrer dedans et aider ces jeunes diplômés à se faire. Parce que beaucoup de personnes me l'ont dit, et le disent encore, et le diront dans quelques temps. Bon, ils ont des diplômes, mais ils sont là comme des statues devant moi. C'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, c'est oui. À 100%. On le fait déjà, donc faire des interventions dans les écoles pour aider les jeunes à faire des workshops sur la rédaction de leur CV, sur comment se vendre, etc. Et aussi on le fait en partenariat avec des entreprises. Donc, par exemple, c'est l'occasion pour certaines entreprises de sponsoriser un événement comme celui-ci, d'avoir un contact direct avec les étudiants qui sont formés et nous donner une expertise générale de la réalité du marché de l'emploi pour ces étudiants-là et leur apprendre à se vendre et à se mettre en avant. Étant donné que vous êtes dans toutes ces technologies-là, vous n'avez pas prévu de faire des petites vidéos pour dire, bon voilà, comment faire un bon CV? Parce qu'on me dit, tu sais, Jean-Claude, je vois les CV, mais j'ai l'impression qu'arrivé au 15e, je vois le premier, c'est pareil. Parfois, on ne met pas l'information selon qu'il faut. Peut-être l'ancienne école, on commençait à l'école primaire, maintenant la nouvelle école, c'est le dernier job, le dernier certificat. Il n'y a pas vraiment de standard. Ouais, est-ce qu'une vidéo comme ça ne serait pas plus intéressante pour vous que de les aider, mais pas de tout marcher, de les aider? Alors, merci de poser la question. Je vous invite tous les candidats à regarder notre page YouTube. Il y a déjà pas mal d'informations sur déjà être guidé sur la plateforme CareerHub. La plateforme CareerHub permet de sortir un CV. Donc à partir du moment où on a bien rentré ces informations, tous les champs qui sont requis, qui sont demandés par le site careerhub.mu, ça va être les champs académiques, les champs professionnels, les loisirs, toutes les informations âge, adresse, etc., photos. Si un candidat remplit bien ces champs-là sur le site careerhub.mu, il peut ressortir un CV qui est parfait. Après, effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas de standard en termes de CV. Il faut quand même savoir que par exemple, quand on s'oriente vers un métier audiovisuel, c'est sympa de faire un CV qui est graphiquement séduisant, coloré, produit par un logiciel comme InDesign ou Illustrator, etc. Pour un comptable, administrateur ou quelque chose comme ça, un CV blanc, mais tant qu'il est bien clair, c'est très bien aussi. Après, il y a certaines règles qui ne sont pas des règles immuables, mais qui rendent le CV, la lecture du CV beaucoup plus facile. C'est des choses comme, par exemple, mettre ses informations chronologiquement, c'est-à-dire commencer par la dernière expérience et plus on va vers le bas, plus c'est la première expérience. Pareil pour l'académique, faire en sorte de bien mettre son adresse, son numéro de téléphone, son mail, de nommer son CV aussi. Par exemple, on reçoit énormément de CV nommés CV. Mettez-vous à la place du recruteur qui est derrière son ordinateur et qui reçoit 20 CV par jour écrit CV. Ils ne peuvent pas repérer qui est le CV de qui là-dedans. Donc mettez votre nom, prénom, CV, qui va permettre au recruteur une démarche beaucoup plus facilitée et qui va mettre en valeur aussi votre esprit pratique. Il y a plein de petites astuces comme ça, effectivement, qui peuvent être transmises par nous. On est ravis de répondre, nous, au téléphone. On a notre adresse hello@careerhub.mu. On reçoit régulièrement des demandes d'aide, etc. Et nous, au-delà d'être un recruteur, on est surtout là pour donner des conseils. On est des consultants en recrutement. Donc notre but, c'est d'aider tous ces jeunes. Mais est-ce que vous vérifiez l'information? Quelqu'un peut dire, bon, je veux dire que je suis docteur en philosophie dans un machin. Qu'est-ce que vous vérifiez? Parce qu'à un certain moment, c'est votre crédibilité qui va passer à la loupe. Bien sûr. Alors, je ne vais pas mentir, on ne peut pas le faire sur 70 000 candidats qui sont dans notre base de données. En revanche, à partir du moment où on réfère un candidat à une entreprise, là, on fait une prise de référence et on vérifie effectivement l'authenticité des diplômes. On demande au candidat de venir en interview avec ses copies originales de diplôme, sa carte d'identité, etc. Donc oui, on fait ces contrôles-là à partir du moment où on référence un candidat à une entreprise. Après, j'aimerais pouvoir dire qu'on pourrait le faire sur les 70 000 candidats de notre base de données, mais c'est compliqué. Mais si un candidat ou quelqu'un qui est abonné sur votre site ou votre page Facebook, il a un travail, il est bien content, est-ce qu'il vous envoie quelque chose? Retirez-moi de votre liste, je suis plus intéressé à venir à vos salons, je suis casé maintenant, ou bien il reste là au cas où dans 3 ans sa boîte commence à flancher. Est-ce que vous le continuez ça, ou bien vous le tiquez, vous mettez, bon, ça on met dans réserve, il est OK,
on va s'occuper un peu des autres, mais maintenant, si dans 2 ans, 3 ans de retourner, c'est lui qui décide de retourner. Ouais. Alors bon, le profil reste souvent sur la base de données parce que parce que le candidat va pas forcément penser à enlever son CV. Nous, le but, c'est de garder quand même une CV qui est up to date. Donc d'appeler régulièrement, d'envoyer des mailings aux candidats pour leur dire voilà, n'oubliez pas de mettre à jour votre profil, de supprimer votre profil si jamais vous n'êtes plus à la recherche d'un emploi. Bien sûr, après, on ne peut pas garantir que tout le monde le fasse. Il y a des opportunistes partout. Et il y a des gens qui, même quand ils sont bien dans leur emploi, vont toujours chercher ailleurs. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et ça, malheureusement, c'est des choses qu'on peut pas forcer quelqu'un à sortir de notre base de données. En revanche, on essaye de la garder la plus up-to-date. La raison est que aussi les entreprises puissent avoir accès à une base de données qui est à jour et ne pas se retrouver avec des candidats qui sont plus à la recherche depuis 5 ans et à perdre le temps de les appeler, etc. Mais vous ne faites pas le ménage. Genre, après 2 ans, quelqu'un qui n'a pas changé de boulot, vous savez quand il y a une entrée dans une base de données, vous pouvez être alerté. Vous voyez, depuis 2 ans, il fait rien, il ne revient plus. Là, vous pouvez comme si le mettre de côté. On ne va pas l'éliminer, vous le mettez de côté. Exactement. Vous avez des outils informatiques qui font cela. On a des outils informatiques qui le font, qui nous permettent de dire quand est-ce qu'était la dernière connexion du profil sur notre base de données. Et le but, c'est effectivement de dire à ces profils-là, voilà, de les appeler, d'avoir un modérateur qui est derrière pour l'appeler et dire, voilà, vous n'êtes pas connecté depuis 3 ans sur la plateforme, est-ce que c'est parce que vous êtes bien dans votre emploi actuel? Est-ce que vous voulez qu'on mette off votre profil? Et dans ce cas-là, effectivement, c'est une façon de garder à jour le dossier, quoi. Par semaine, votre site est bien, on pourrait dire bien visité, ou c'est juste au cas il y a le salon, on veut savoir qui va être là, parce que parfois, on va parler, j'ai vu un hôtel, j'ai vu que vous avez parlé d'une compagnie de sécurité, il y a certains qui ne sont pas intéressés par le graphic design, ils sont plus un peu, ils cherchent du boulot pendant 3-4 mois dans des bureaux. Est-ce que ce phénomène, justement, de cette dernière partie de question, le phénomène du travail temporaire de 3-4 mois en attendant l'université, surtout ceux qui sortent du cycle secondaire, est-ce que ça a été vu par vos exposants? Alors, effectivement, c'est des profils qui considèrent, surtout ceux qui sont en études, parce que justement, ils vont venir 3 mois, ils vont continuer leurs études, mais éventuellement, ils vont revenir par la suite. Après, quelqu'un qui n'est pas en processus d'études et qui dit qu'il veut un boulot pour 3 mois parce que le reste du temps, il ne veut rien faire, effectivement, ça ne va pas trop intéresser les gens. Ça, je comprends ça, mais ça arrive rarement. Après, les étudiants, effectivement, qui sont là pour 3 mois, ben, c'est le même processus qu'un stage. Et effectivement, ça intéresse les entreprises pour plusieurs raisons. C'est qu'ils peuvent former aussi l'étudiant qui n'a pas encore des réflexes d'autres entreprises. Ils peuvent les former aux réflexes, leurs propres réflexes à eux, faire en sorte de les conseiller dans leur choix d'études pour aussi les ramener par la suite avec des compétences qui sont intéressantes pour eux. Donc c'est du gagnant-gagnant finalement. Après, effectivement, il faut avoir une structure qui logistiquement peut absorber un turnover régulier. Et c'est le cas souvent des gros BPO qu'on peut trouver à Maurice. Donc c'est intéressant pour les étudiants effectivement de faire ces formations stages intermédiaires dans leur cursus. Parce qu'aussi les BPO forment très bien justement tout ce qui est communication skills. Ces communication skills dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent être déficients sur certains gradués, le fait de toute manière se mouiller sur le marché du travail pendant leurs études, je pense que c'est un parce qu'ils ont été dans un univers trop académique, donc aseptisé, c'est-à-dire tu lis, tu réponds, tu lis, tu réponds. C'est pourquoi on a des réponses oui, non, comme si ils font du multiple choice. Exactement. Ils ont tout dans leur tête, c'est des bibliothèques, ils ont l'information, ils sont académiquement brillants, mais sur le terrain, il y a un grand temps d'adaptation. Parce que les réalités du marché du travail ne sont pas celles du marché académique. Mais vous, en tant que spécialiste dans le recrutement, comment vous détectez quelqu'un qui est un petit peu moins timide? C'est quoi? C'est les gestes, c'est la façon de venir, c'est la gestuelle, s'il est bien calé, il a les mains croisées, il a les mains ouvertes. Complètement. Alors oui, il y a un entretien, quelqu'un qui vient... Là, c'est la défensive. C'est la défensive, c'est je me renferme sur moi. Arriver, c'est de se pencher vers l'avant, de faire des gestes, etc. Ça montre l'avenance, le sourire, dire bonjour quand on arrive.
Il y a plein de choses. Après, parler tout bas, bah, ça montre qu'on est timide. Parler un petit peu plus haut, donner des exemples, c'est très important aussi parce que, après, le problème aussi de certains étudiants, c'est qu'ils se disent j'ai jamais eu d'expérience professionnelle, du coup, bah, j'ai rien à dire, je peux juste dire quels sont mes défauts et mes qualités globalement, mais non, en fait, on a tous des exemples, même si c'est des cas à l'école, du travail en équipe, même si c'est l'organisation d'un camp scout, de l'organisation de vacances, de n'importe quoi en fait. On a tous des expériences humaines et c'est ce que cherche un employeur, c'est l'interaction humaine. Justement, c'est ça qu'on ne met pas. Je ne me rappelle pas que dès que j'ai mon premier camp de scout, je l'ai fait en 1970 à Pointe-au-Piment. Pointe-au-Piment, que j'étais venture, que j'étais tout ça, je ne mets pas ça dans le CV parce que la personne n'est pas intéressée pour ça, parce qu'elle veut savoir où j'ai été, que j'ai des compétences, où j'ai été au collège, peut-être il a été dans ce collège-là. Les employeurs savent qu'un jeune gradué n'a pas forcément des expériences professionnelles. L'important, c'est de faire de ce manque d'expérience, non pas un boulet, mais plutôt un esprit visionnaire, se dire voilà, je pense que je peux être bon pour du travail en équipe parce que j'ai eu l'habitude d'organiser tous les camps à la plage avec ma famille et ce genre de choses. C'est toujours moi qui fais la liste de courses, c'est toujours moi qui organise le matériel, la logistique, etc. Mais ça montre certaines compétences et en fait on n'a pas besoin. Les étudiants souvent ont l'impression ils ont une timidité, ils sont bloqués parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas l'expérience. Mais c'est pas grave, on ne demande pas à quelqu'un qui vient de naître de savoir marcher. Mais on apprend, on demande la volonté d'apprendre, c'est surtout ça. La volonté d'apprendre, d'avoir des capacités d'analyse aussi, de savoir se dire ok, je pense que je peux être bon parce que ça. Mais parfois c'est pas la faute du HR, du Human Resources Manager, qui veut quelqu'un qui soit vraiment plug-in. C'est comme un ordinateur, on met un USB, il fonctionne. Il veut quelqu'un qui rentre. Il n'a pas besoin d'attendre 3 mois, 4 mois, qui puisse s'adapter au rouage. Parce que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Ils fonctionnent presque pareil. Alors, oui, il y a forcément des gens qui cherchent de l'opérationnel direct. Après, il faut savoir qu'un junior n'a pas le même coût aussi qu'un senior. Et qu'il y a certains HR qui vont vivre avec leur réalité et leur budget, se dire voilà, je vise le marché junior parce que justement, j'ai pas un budget énorme sur ces postes-là, mais que je suis prêt en parallèle à accompagner et à former. Et dans les BPO, il y a des systèmes de formation justement liés au fait qu'ils n'ont pas un budget RH énorme, mais qu'ils ont à la place un système de formation pour accompagner ces jeunes diplômés. Après, certaines entreprises vont chercher des opérationnels directs, parce qu'ils ont des deadlines strictes à respecter, etc. Mais dans ce cas-là, ils ne vont pas forcément chercher quelqu'un de junior, ils vont chercher quelqu'un au moins qui a Mais parfois ça arrive ça, que vous cherchez des juniors, vous tombez sur un bon senior. Vous avez quelqu'un qui a l'expérience, mais peut-être pas dans le domaine, mais vous avez quelqu'un qui est vraiment organisé, vous avez trouvé peut-être la perle. Oui, bien sûr. On a des excellents profils tous les jours. C'est sûr. Vous êtes aussi chercheur de tête. C'est quoi ce métier? Parce que moi j'ai entendu, j'ai regardé des films, il y a des bons films qui sont passés, on retient ici, on met là-bas, on touche des commissions, on a vu. Hein? Et c'est ancré dans l'ADN à Maurice, peut-être dans le secteur hospitalier, je pense que c'est un peu plus. Et bancaire, il y a aussi peut-être un petit peu. Vu les noms qui changent de banque après quelques mois, c'est moins des opérations. Vous savez, on a des clients de toutes sortes dans la chasse de tête. Donc déjà, pour revenir sur la question, qu'est-ce que c'est que la chasse de tête? Il y a deux façons d'obtenir des candidats. Soit on le passe par un biais de recrutement, c'est-à-dire on poste une annonce sur différents canaux, on reçoit des candidatures, on trie ces candidatures, on les a en entretien et on les envoie à l'entreprise si elles satisfassent, si elles matchent avec le besoin. Ça, c'est un chercheur d'emploi. Ça, c'est la filière normale. Ça, c'est ce qu'on appelle le recrutement. Après, la chasse de tête, c'est aller faire des approches au niveau des candidats qui ne sont pas activement à la recherche d'emploi, mais passivement. C'est-à-dire qu'on va aller les approcher directement par téléphone, leur dire voilà, est-ce que vous êtes à l'écoute du marché actuellement? Ou on va les approcher par LinkedIn ou par des CV Tech, comme par exemple certains employeurs vont chasser via la CV Tech de Carrière pour appeler les candidats sans avoir posté une annonce, appeler pour dire est-ce que vous êtes à l'écoute du marché actuellement. Après, la chasse de tête, c'est un processus qui est plus long pour avoir une bonne candidature. En revanche, comme on va chercher la candidature qu'on veut directement, on va peut-être se prendre 9 noms
Mais il y aura un oui, et ce un oui sera la personne qu'on a envie. Après, en termes de quelles sont les entreprises qui choisissent ce service de chasse de tête, toutes sortes d'entreprises. Il y a des entreprises, aussi bien des startups qui ont besoin d'un general manager parce que le fondateur est un leader mais qu'il n'est pas forcément un bon manager, qui cherche un bras droit. Comme ça peut être des grandes banques ou des structures d'audit ou même des institutions semi-étatiques, etc. Qui cherchent des top. De toute manière, ça va toujours être plus dans le management ou top management. C'est un beau métier, ça? La chasse de tête, ouais, c'est excellent. Qu'est-ce que c'est un ça donne? C'est ça que vous aimez dedans? Le recrutement et chercher quelques... C'est un prix, c'est différent. Le recrutement, ça va être plus... ce qui est jouissif dans le recrutement, c'est plus le côté de se dire on accompagne quelqu'un qui demande vraiment. La chasse, c'est un frill différent parce que ça va être beaucoup plus ciblé, on a l'impression d'être un peu à l'aventure, d'aller essayer d'espionner, d'être un peu un spy. Parfois, vous ne vous trompez pas de gibier quand vous êtes à la chasse? Si, ça arrive qu'on ait eu parfois des mauvais matchs, je le dis honnêtement, sur les centaines de chasses qu'on a dû faire, il y en a certaines où finalement ça n'a pas marché. Après, on a fait une période de remplacement à l'entreprise et le but c'est de toujours améliorer nos processus de recrutement en y intégrant de la psychosociologie pour bien déceler aussi les caractères des personnes avant qu'elles arrivent, les pistes d'amélioration aussi. Personne n'est parfait, même les top managers, donc ils ont tous des pistes d'amélioration, mais l'important c'est que l'employeur en soit conscient pour pallier à ça. On a parlé des employeurs, on peut parler un peu à l'intérieur des entreprises. Donc, j'ai beaucoup de mauvaises notes pour les jeunes employés, c'est à côté de l'attitude et l'aptitude. Comment vous, en tant que recruteur, vous aidez ces personnes d'avoir la bonne attitude parce qu'ils ont, quand ils rentrent, ils ont l'impression d'être dans une cour d'école. Et beaucoup de sociétés sont en train de mettre dehors, de licencier parce qu'ils n'ont pas l'aptitude. Ça, je dirais, c'est encore un trait un peu particulier du marché mauricien. C'est qu'il y a un peu ce manque de culture work hard, play hard. C'est que, effectivement, il y a, quand on est jeune, il faut savoir se donner, il faut savoir travailler plus, etc. pour faire ses preuves. Et tout n'arrive pas comme un cadeau dans les mains sans qu'on l'ait demandé, en fait. Donc oui, effectivement, c'est une réalité. Après, aujourd'hui, le fait que Maurice s'ouvre aussi sur les marchés extérieurs et fasse venir des talents extérieurs, c'est un peu la volonté des autorités aujourd'hui sur le plan décennal des 10 années à venir. Le fait de mettre en concurrence les Mauriciens avec aussi des talents extérieurs, je pense que ça va que faire évoluer aussi ce willingness de se donner en fait, de donner plus qu'il n'en faut aussi pour Mais cette volonté-là, ça vient au bout de 2 ans, 3 ans. Disons que vous êtes arrivé, quelqu'un qui vient là, qui va venir, qui va être le job, qui ne connaît pas Maurice, qui ne connaît pas, il y a des congés religieux, il y a des services religieux qui ne peuvent pas venir. Donc, quelqu'un qui est en France pourrait ne pas comprendre le ramadan qui se termine qui s'est terminé. Peut-être qu'il ne va pas comprendre pourquoi, quand il va dire à la personne d'aller en pause, il ne va pas y aller, il va rester à son poste. Il préfère travailler et prendre une pause d'1 heure vers 6h, 7h pour qu'il casse son jeûne. Est-ce que cet étranger-là va comprendre un peu les rouages du Mauricien? Il ne va pas manger à 2h et ici on mange à midi. Bien sûr. Alors ça c'est une question d'adaptation aussi et je pense que ceux qui n'arrivent pas à s'adapter au marché local et à comprendre les spécificités aussi religieuses, parce que la religion et les communautés c'est quelque chose qui est partie intégrante de Maurice. Si un étranger n'arrive pas à comprendre ça, il ne va pas rester très longtemps. Vous avez compris vous? Vous êtes 2 ans à Maurice, donc vous êtes passé par Diwali, vous êtes passé par Eid, la Noël. Oui, à 100%. Après, dans chaque pays, il y a des congés qui sont liés aux religions. Même en France, qui est un pays laïque, il y a des congés liés à la religion catholique, etc. Donc partout, il y a quand même dans les pays laïques, il y a des religions qui sont des congés liés aux religions. Donc ça, à 100%, je les comprends. Après, il y a quand même quelque chose qui est plus lié au fait, justement, cette culture work hard, play hard. Le côté sikh, par exemple. Maurice, le nombre de fois où j'entends « je pose un sikh ». Je pose pas un sikh, en fait.
C'est quoi? Donc ça veut dire je prévois qu'après-demain je serai malade et en fait au lieu de prendre un congé, je prends un sick. Parce que le congé me sera remboursé alors que le sick ne le sera pas. Et ça c'est assez caractéristique des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Et ils ne se rendent pas compte que c'est très mal vu par l'employeur. Et donc que ils n'ont pas le rythme, c'est ça? C'est pas une question qu'ils n'ont pas le rythme, c'est qu'ils décident de passer une journée en famille et au lieu de prévenir suffisamment à l'avance leur employeur ou leur manager pour dire voilà j'ai prévu de prendre un congé, ils veulent pas prendre le congé parce que le congé sera remboursé et du coup ils prennent un sick et ça arrive souvent. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur d'avoir un non, je ne pourrais pas te donner, et là il va se sentir frustré, tandis que j'ai téléphone, je prends le téléphone. Je sais bien, je suis à la plage. Il y a peut-être de ça, effectivement, il y a peut-être le côté où le jeune a peut-être justement toujours cette petite timidité, il y a peut-être de ça. Et après, il y a aussi peut-être le fait que il n'y a pas suffisamment de sensibilisation de la part des entreprises sur l'engagement, la proactivité, le volontarisme, et de dire, certains, le top manager, quand il a un peu mal au ventre, peut-être qu'il va rester chez lui parce qu'il est dans une situation d'inconfort, mais il va bosser aussi. Et généralement, ceux qui montent l'ascension dans l'entreprise, c'est les gens qui se donnent le plus et qui vont au-delà des petites faiblesses journalières qu'on peut avoir parce qu'on est tous dans un mood différent, on a tous des problèmes, mais c'est ceux qui arrivent à rentrer dans l'entreprise et se dire ok, là je suis là pour tout donner. Justement, dernière petite série de questions, là vous allez vous adresser peut-être à ceux qui cherchent de l'emploi. Alors, comment se préparer pour un entretien, un premier entretien? Là, la première fois, dire cher monsieur, vous êtes convoqué pour une interview. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? D'accord. Alors la première chose à faire, c'est de vous renseigner sur l'entreprise à laquelle vous postulez. C'est pas possible d'arriver à un entretien et de dire que vous ne savez pas ce que l'entreprise fait. Donc aujourd'hui, on a tous les moyens de recherche possibles et inimaginables avec Internet. Donc il faut se renseigner sur l'entreprise, se renseigner sur le poste aussi. Vous avez reçu une fiche de poste pour laquelle vous avez postulé, se dire ok, quelles sont les missions qu'on me demande concrètement, quelles sont celles où je pense avoir des points forts et complètement matchés, quels sont ceux où je pense que j'ai des marges de progression à faire pour aussi poser les questions à l'entretien. L'entretien c'est une façon d'échanger, c'est pas juste une façon d'être assessed. C'est un moment où on pose ces questions aussi à la fin. Donc ça, arriver bien renseigné, ça fait déjà toute la différence. En entretien, dire bonjour, remercier son interlocuteur parce que lui aussi, il prend du temps pour venir vous prendre en entretien alors qu'il a des tas de missions à côté à effectuer. Demandez si l'entreprise veut une courte présentation de vous-même. Donc là, vous présentez sur votre parcours et la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que vous êtes à la recherche activement d'un emploi ou parce que des circonstances dans votre emploi actuel font que vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous n'avez pas de marge de progression, donc vous cherchez ailleurs. Expliquez donc pourquoi vous êtes là et après répondre clairement aux questions avec des exemples. Quand une entreprise vous demande quel est votre plus gros atout et que vous dites voilà c'est la créativité, vous n'arrêtez pas là, dites c'est la créativité, je pense que je suis créative dans ma vie de tous les jours, que ça soit à travers la photographie que j'adore, que ça soit à travers le dessin, d'ailleurs hier j'ai fait un photoshooting. Le maximum que vous rentrez dans les exemples, plus votre propos sera concret. Et enfin, je dirais que vous pouvez donc préparer des questions quand l'entreprise vous demandera est-ce que vous avez des questions, c'est bien d'en avoir aussi. Et après dire que effectivement, oui, l'entreprise, les références, c'est-à-dire si vous avez, c'est demander à l'entreprise s'ils veulent des références et donner allègrement les numéros de vos anciens employeurs ou de personnes qui peuvent témoigner de votre bonne volonté. Vous avez dit question, je vois la première, combien je touche? Est-ce que c'est une question à poser? Combien vous allez me payer? Non, effectivement, ça fait partie des dons. Non. L'employeur va vous demander de toute manière à la fin de l'entretien quelles sont vos attentes salariales. Donc là, vous vous positionnez. Ça ne sert à rien d'être timide non plus. Il y en a beaucoup qui n'osent pas dire, etc. C'est une question normale. Donc vous pouvez dire, voilà, aujourd'hui, je touche tant, j'expecte d'avoir une augmentation, ce qui est normal. Quand on change d'emploi, ce n'est pas pour bouger pour moins. Et ça, l'employeur, il en est bien conscient.
soit vous n'avez pas d'expérience précédente et vous dites voilà, sur le marché par rapport aux conseils qu'on m'a donnés ou par rapport à mes collègues d'école, je pense que je peux expecter à temps. Ça c'est une question naturelle, mais ne le donnez pas en avance. De la même manière, n'allez pas demander c'est quoi les horaires, c'est quoi mon type de contrat, etc. Ça c'est des choses qui vont venir par la suite de toute manière sur le contrat de travail. Vous n'allez pas commencer un emploi sans connaître vos horaires. Donc essayez de ne pas attacher trop d'importance à ces éléments qui sont contractuels, à moins qu'effectivement ça soit une grosse partie du poste. Par exemple, si vous travaillez un shift, là oui. Mais si c'est une entreprise qui travaille du lundi au vendredi sur des horaires classiques, évitez de demander ça parce que ça montre que vous portez trop d'importance là-dessus. Portez beaucoup plus vos questions sur les missions. Sur voilà, qu'est-ce que je vais être amenée à faire. J'ai vu qu'il y avait telle mission générale. Concrètement, est-ce que ça veut dire ça ou est-ce que ça veut dire ça? Donc on va parler un peu de l'habillement aussi, c'est très important parce que... Bon, un salon c'est un salon, mais quand on va dans une entreprise, s'il faut être habillé, s'il faut avoir le jean déchiré, s'il faut avoir du piercing, s'il faut être bling bling, s'il faut aller avec costard, cravate, on a l'impression qu'on est au sein d'une réception de mariage. Comment il faut... Côté garçon, on parle aussi côté fille aussi, hein. Est-ce qu'il faut avoir décolleté grand V, petit V, moyen V? Est-ce que ça doit être classique? Mini-jupe, longue jupe? Comment il faut s'habiller? On commence par les filles, avant, et après on va voir... Je pense qu'en fait, de toute manière, dans les deux cas, ça va être plutôt similaire. Ce que je veux dire, c'est que tout ça va dépendre aussi de la recherche que vous faites sur l'entreprise. Aussi bien arriver avec des piercings dans une grande société qui emploie des centaines de personnes, très corporate, bah, ça va pas être très bien vu. Mais aussi bien arriver en costard-cravate dans une start-up du digital, c'est pas bien vu non plus. Donc en fait, tout dépend aussi du renseignement qu'on fait sur l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont des entreprises créa, production visuelle, audiovisuelle, etc., qui vont aimer les gens excentriques, que ça va pas du tout poser un problème, que vous ayez des piercings et des cheveux bleus, ça va pas être un problème. Et peut-être au contraire, vous allez apparaître comme quelqu'un d'assez créatif, d'original, etc., et c'est ce qu'ils recherchent. En revanche, effectivement, si vous êtes dans un monde corporate, etc., vous verrez de toute manière sur les photos du site internet tout le monde en costard-cravate. Venez en costard-cravate, cachez vos tatouages, évitez les décolletés, les mini-jupes, ça c'est sûr. C'est sûr ça? Oui. Les décolletés, les mini-jupes? C'est sûr. Et les questions de dire oui, ça va mettre en avant si je suis interviewée par un homme, etc., il ne faut surtout pas partir sur cette logique-là, parce que déjà c'est très peu prouvé, certains hommes vont trouver complètement déplacé, et en plus vous n'êtes jamais à l'abri de tomber sur une femme qui va trouver ça encore plus déplacé. Comment choisir? Si je prends dans l'optique d'un chercheur d'emploi, je veux le journal, quelles sont les informations les plus importantes, les plus pertinentes que je dois regarder? C'est-à-dire que je vais regarder salaire négociable, je vais regarder si j'ai le diplôme en premier, mais parfois on n'a pas le diplôme, peut-être on a l'expérience, on n'a pas le diplôme. Est-ce que j'y vais pas, je tente pas? Alors, nous, c'est là-dessus aussi où justement on a essayé de pallier à ça en mettant des questions indispensables sur chaque poste qu'on publie sur le site internet. C'est-à-dire, effectivement, une fiche de poste va avoir le profil et c'est un peu le profil idéal. Et que dans la plupart des temps, dans les fiches de poste, le candidat ne répond pas à tous les points et c'est pas ça qui doit être un frein. En revanche, il y a certains prérequis. Par exemple, souvent, il va y avoir must have that. Ou alors, this should be an advantage. Donc, quand c'est un avantage, effectivement, on se permet de postuler. Quand c'est un must, effectivement, on se dit que bon, pas trop. Et là-dessus, pour guider les candidats sur careerhub.mu, quand vous essayez de postuler sur une offre et que vous avez une petite fenêtre avec 3 questions qui s'affichent, est-ce que vous avez bien un degré dans tel domaine? Est-ce que vous avez bien 3 ans d'expérience, par exemple? Si dans ces 2 cas, vous répondez non, là, dans ce cas-là, la candidature, a priori, ne sera pas considérée par l'employeur. C'est parce que c'est vraiment les 2 prérequis. Donc, c'est pas vous qui filtrez, là, c'est l'employeur. C'est l'employeur qui nous dit effectivement qu'est-ce qu'il veut absolument. Après, certains employeurs vont préférer accéder directement à leur base de données de candidats et aux gens qui recrutent sur la plateforme careerhub.mu. Et certains employeurs vont nous demander de faire le tri pour eux, ça dépend de... Comment vous voyez Careerhub dans 2 ans? Comment vous travaillez? On va aller jusqu'à 2021. Comment vous le voyez? Careerhub dans 2 ans, je dirais que j'aimerais qu'on garde cette voie-là, c'est-à-dire cette voie qui ne va pas forcément vers la quantité, mais plus vers la qualité.
ça sert à rien, je dirais, qu'on court après les job boards qui ont énormément de trafic, etc. Je pense qu'on est dans une voie qui est bonne, avec beaucoup de trafic, mais beaucoup de trafic de qualité. Donc j'aimerais qu'on garde cette piste-là, tout en justement mettant beaucoup plus de modération sur notre plateforme pour que la base de données soit la plus up-to-date tout le temps. J'aimerais qu'on continue à aller vers le digital comme on le fait aujourd'hui, qui est vraiment notre force, qu'on ait des sortes de job fairs un petit peu institutionnalisés, c'est-à-dire des job fairs par secteur, par exemple le job fair de l'hôtellerie, le job fair du digital, qu'on en fasse des régionales, puis des nationaux. Je pense que les job fairs, c'est vraiment la clé de succès de Career Hub, mais qui peut être toujours améliorée. Donc oui, effectivement, je pense que je vois une entreprise qui a une sorte de planning annuel sur ses job fairs et qui a des services très spécialisés que d'autres entreprises n'ont pas et que surtout les gens commencent à connaître parce que Career Hub est connu des employeurs pour sa partie recrutement. La partie marketing digital reste toujours à promouvoir. Et ça, j'aimerais vraiment que les employeurs se rendent compte aussi de l'importance que ça a et la puissance qu'ont les réseaux sociaux aujourd'hui pour communiquer sur leurs offres d'emploi et qu'on soit installé dans 2 ans comme vraiment la référence en termes de marketing digital de l'emploi. Marine Bionès, merci beaucoup. Bon courage. Merci et on se revoit dans 2 ans. Oui, avec plaisir.